Merci. Merci à vous d'être ici. Non, c'est un plaisir. En plus, c'est Genève ici. Oui. Je suis pas loin d'ici. Oui. Et on peut passer un très bon moment à Brasserie Libre. Peut-être avec un peu de vin. Mais pas trop. Pas trop. Mais c'est ce qu'il faut. J'ai déjà une question que je veux poser à vous. Les 3 premiers tourbillons, je pense que le premier, il n'y a pas de remontoir d'égalité. Non. Mais le deuxième et le troisième, il y a. Oui. Et c'est qui vous inspiré de faire cette remontoir d'égalité? James Quinn, ce grand collectionneur fou du XXe siècle. Mais il était fou parce qu'il collectionnait tout. Il collectionnait même les sucres dans les bistrots. Ah oui. Ouais. Incroyable. Pensez pas. Santé. Santé. Merci pour cette interview. Merci à vous, François. Pour ce bon vin. Et toujours présent. Je sais pas comment tu fais, t'as pas beaucoup de cheveux blancs depuis que Pas sur ma tête. François Paul, vous avez raconté cette histoire extraordinaire de Dr. Schwinn. Alors, Dr. Schwinn, c'était le plus grand collectionneur du XXe siècle. Il est mort en 93 à peu près. Et il est fils de douanier, chirurgien dentiste. Et il avait commencé à acheter des montres. Alors, il m'avait raconté cette histoire. Il m'avait dit, tu vois, j'ai acheté un jour une montre chez un bijoutier à Bâle. Oui. Il habitait Bâle, pour 1 franc. Et puis, un jour, je l'ai montré à quelqu'un qui m'a proposé 12 francs. Alors, ça a commencé à m'intéresser. Et c'est comme ça qu'il est devenu le plus grand collectionneur de montres 18e, 17e siècle et fin 16e. Incroyable. Et donc il a fabriqué le musée de la Chaux-de-Fonds, c'est lui qui a vendu la tour de Babel, tous ces trucs en émaux, tout ça vient de lui, c'est lui qui a constitué la collection. Ensuite il a constitué une partie de la collection du Time Museum à Roquefort. Oui. Ensuite, il a participé aussi au musée Patek Philippe, dès le début, parce que Philippe Stern cherchait à ce moment-là, il ne pensait pas faire un musée, mais il voulait acheter des montres du 16e ou du 17e, du 17e, peut-être début 18e, fabriquées à Genève. Ok. Et c'est comme ça que lui, il a commencé sa collection. Puis après, de fil en aiguille, c'est devenu ce musée fabuleux qui existe aujourd'hui. Qui est extraordinaire, oui. Voilà. Ouais. Et c'est Dr. Schwinn qui a demandé pour un tourbillon avec un remontoir. Voilà. Il m'a demandé, je ne savais pas pourquoi, parce que lui collectionnait les montres anciennes. Oui. Et puis, quand il me regardait faire ma première montre, il me disait un jour, il faut que tu me fasses une montre. Je disais, non, je ne sais pas faire une montre encore, j'essaye de faire une montre. Et puis, quand je suis arrivé à faire une montre, je lui ai dit, Eugène, son prénom, tu vois, maintenant j'ai réussi à faire une montre, je peux te faire une montre. Oui. Alors, il m'a dit, j'aimerais bien avoir un tourbillon comme ça, mais avec remontoir d'égalité. Ok. Parce que Georges Daniels venait de faire une montre avec remontoir d'égalité. Et lui, il voulait donner une punition à Georges parce qu'ils étaient fâchés sur une affaire. Je n'ai jamais su exactement pourquoi. Je ne sais pas. Et il m'a fait cacher mon nom, comme j'étais l'horloger masqué. Oui. Avec une plaquette marquée « Fait pour le docteur Schwinn ». Ok. On ne voyait pas mon nom. Donc après, il faisait voir cette montre à tous ses amis collectionneurs. Oui. Sauf à Georges. Ok. Ah oui. Et après, Georges venait, et tous les collectionneurs disaient, t'as vu la montre du docteur? Il dit, non, je n'ai pas vu. Et qui l'a faite? On ne sait pas. Ah mais incroyable. Ça, c'était la punition de Eugène. Incroyable. Et vous savez vraiment pourquoi il est fâché avec lui? Bon, sûrement pour une affaire de montre ancienne, un truc comme ça. Incroyable. Et l'inspiration pour les remontoirs d'égalité, vous avez dit que vous avez vu un club. Alors au moment où il m'a demandé ça, je commençais à chercher. Puis dans l'histoire des remontoirs d'égalité, tout est trop compliqué. Parce que ce sont des remontoirs qui doivent être figés. Tu sais, quand la réserve de marche descend, ça doit venir bloquer pour pas que le ressort intermédiaire se détende. Et ça, j'aimais pas ça.
Et j'étais sec, je trouvais pas. Et puis en allant remonter les pendules du Conservatoire national des arts et métiers, oui. Je me suis arrêté sur un petit régulateur de Lepaute, à poids. Donc ça, c'était pas tout à fait ce que j'ai fait. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a inspiré tout de suite. Incroyable. Et je suis rentré chez mon oncle, j'ai dessiné dans l'heure. Il arrivait pour déjeuner, on allait déjeuner, on a fait l'affaire. Incroyable. Et pour vous, vous avez toujours dit que c'est très important d'avoir ce remontoir dans un tourbillon oui. En particulier, parce que le tourbillon c'est lourd. C'est lourd parce qu'on met beaucoup. C'est pour ça que Breguet au départ, quand il a fait ses tourbillons, oui. Il les a fait en 4 ou 5 minutes de oui. Rotation, parce qu'il y a beaucoup moins de frottement. Ah ok. C'est grâce à ça. Oui. Ah ok. Ouais. Et après, bon, le tout premier, il l'avait fait en 1 minute, mais le brevet est 1 minute. Mais après, dans les séries tourbillons qu'il a fait, c'était en 4-5 minutes. Incroyable. Et moi, comme je voulais refaire en 1 minute, la seule façon d'avoir une friction constante, oui. C'est-à-dire que la friction est toujours là, mais elle ne varie pas en fonction de la baisse de la force du ressort. Donc la montre reste stable. Vous avez toujours décrit un tourbillon, un garçon avec un sac à dos avec des pierres dedans. Ça, oui. Et quand la puissance de le ressort diminue, oui. Ça change beaucoup. Bah, c'est comme toi, avec un sac, tu vas monter les escaliers, et puis tu n'as pas assez mangé, tu arrives au bout, tu n'as plus d'énergie. Incroyable. Et tu ne montes plus à la même vitesse. Incroyable. C'est la même chose. Et j'adore que maintenant que remontoir égalité et maintenant aussi dans la résonance, dans le chronomètre optimum, c'est pour vous, c'est vraiment c'est vous qui apportez le remontoir égalité à l'horlogerie moderne. Ben, la première montre bracelet avec remontoir d'égalité, c'est moi qui l'ai faite en 1991, oui. Que j'avais présenté à Bâle. Ah oui. Mais c'était trop tôt, tous les gens regardaient ça. C'est une espèce d'usine à gaz et les gens regardaient ça et disaient mais c'est toi qui as fait ça? Ah bon? Mais ils ne comprenaient pas, c'était trop tôt. Ah oui? Il a fallu attendre 5 ans pour que les gens comprennent. Ah oui. C'est pour ça que je l'ai présenté à Bâle, je l'ai remis à mon bras et puis voilà. Incroyable. Quand vous avez vu les 2 tourbillons de Cecil Clutton, un de Breguet ouais. De 1823 et un de George. Je pense qu'indirectement, moi j'étais à l'école d'horloger, je travaillais l'après-midi pour gagner 2 sous chez mon oncle, à nettoyer des comptoises ou des pendules comme ça. Et puis il y avait, on l'appelait Sam sur Clutton, on l'appelait Cecil Clutton. Son nom je veux dire, familier, c'était Sam. Sam, ok. Je ne sais pas pourquoi, mais... Sir Sam. Sam. Et lui, c'est un esthète. Alors lui, il avait des Bugatti, il faisait des courses de Bugatti, wow. Il venait jouer de l'orgue à Notre-Dame, il faisait des collections d'horlogerie. Incroyable. Et lorsqu'il venait, il avait toujours dans sa poche une montre de Georges, dans son gilet, et dans l'autre, une montre de Breguet. Incroyable. Enfin, une vraie. Incroyable. Et je pense que moi j'avais, 17 ans, quelque chose comme ça. Donc je pense que le verre est rentré dans ma tête à ce moment-là. Ouais. Bon, je l'ai vu plusieurs fois, hein, c'est pas qu'une fois. Ouais. Mais quand vous avez vu les tourbillons, vous avez en fait l'inspiration d'avoir un tourbillon. Mais pour avoir un tourbillon, il faut créer une. Et pour créer une, il faut lire le livre de George Daniels. Oui, c'est ça, parce que j'avais pas d'argent. Ouais. J'avais jamais vu un tourbillon de ma vie, à part comme ça, mais j'ai pas analysé comment ça fonctionnait. Enfin, j'avais vu celui de Georges, puis je trouvais ça fantastique, la rotation, surtout les échappements à détente comme ça qui donnent au tourbillon un à-coup comme ça qui est beaucoup plus beau que dans les échappements à encre. Oui. Donc je me suis dit, si je veux une montre comme ça, il va falloir que je la fasse moi-même. Et j'ai commencé à étudier dans le livre, dans The Art of Breguet de Georges, avec les dessins de David Penet, pour essayer de comprendre mécaniquement comment ça fonctionnait. Oui. Et puis après j'ai dessiné, puis j'ai pris le Watchmaker de Georges, ouais. Et puis j'ai regardé comment fabriquer une pièce, on fabriquait des pièces à l'école, chez mon oncle aussi, mais ouais. Je regardais toujours si Georges avait des méthodes plus raffinées. Oui. Est-ce qu'il y a? Bon, sûrement, oui. Ouais. Je ne me souviens plus exactement, mais sûrement.
L'idée de la personne qui a créé ces 2 livres, qui a vous aidé à créer votre premier tourbillon, quand cette personne a dire à vous. Non, mais il a toujours été là parce que, premier choc, Oui. quand j'ai vu sa montre avec Sam. Oui. Deuxième choc, quand j'ai voulu commencer, ma seule source c'était The Art of Breguet, et puis moi le livre The Art of Breguet c'était vraiment le choc, ça m'a construit, j'ai compris l'œuvre de Breguet, et puis après c'était quand Schwind m'a dit fais un tour, après que je fasse mon premier, fais un tourbillon, on va punir, enfin moi je savais pas qu'il punissait Georges, Ouais. c'était pas dans, il me l'avait pas dit. Alors tout d'un coup, tu vois, en quelques niveaux, je suis monté vite. Ouais. Dans un milieu très fermé qui était le milieu des collectionneurs de cette époque, où je parlais avec un ami à l'époque où je faisais ma 2e ou 3e montre. Ouais. Je disais, je connais peut-être 10 clients dans le monde, dans 10 ans, j'aurai plus de travail. Donc ça a changé quand même. Ah oui, pas mal quand même. Mais quand la personne, Georges, qui est toujours dans votre vie un peu, a disait à vous, François Paul, maintenant vous êtes le meilleur. Bah, il l'a dit comme ça, hein, devant, et il n'a pas fait un discours. Ouais. C'était juste, il m'a dit non, c'est toi le meilleur maintenant. Hein. Mais est-ce que ça te touche? Ah ben un peu, oui. Ouais. Surtout qu'il me le dise à moi de manière cachée, ça va. Mais s'il le dit devant témoin, c'est encore mieux. Bah oui, c'est extraordinaire ça. Ouais. Et je me rappelle une fois à Bâle, quand j'avais amené ma montre, la première fois que j'ai exposé à Bâle, il y avait toujours un peu de la, pas de la jalousie, mais enfin, tu vois, des petits trucs. J'arrive, je lui fais voir ma montre, et puis je lui dis, tiens, tu veux la voir? Il la prend comme ça, il la tourne, il fait comme ça, et il me la rend. Ah non? Ouais. Je la mets dans la vitrine. Oui. Et 3-4 jours après, il me dit, François Paul, tu peux me refaire voir la montre? Ah non. Alors là, il a sorti la loupe, il a pris la montre, et il est resté 20 minutes devant, tranquillement. Incroyable. Mais la première fois, il a fait « Ah !» Incroyable. Parce que quand j'ai fait le remontoir d'égalité, oui, pour sa première montre, je m'étais dit, ma prochaine montre que je vais faire pour moi, si j'ai le temps, en montre de poche toujours à l'époque, ce sera double barillet, oui, remontoir d'égalité et échappement, un échappement sans huile. Je pensais peut-être à un échappement de Robin ou un truc comme ça. Ouais. Après, ça a évolué. Puis, en 2001, j'ai dessiné l'Optimum. Wow. En 2001. Incroyable.